Je disais que j'allais répondre aux 3 questions en mélangeant les 2 premières systématiquement dans mon développement parce que finalement, c'est ce qui m'a amené à ce que j'ai continué à développer, c'est-à-dire l'âme des peuples, c'est l'invisible qui m'a permis d'aller sur l'âme des peuples. Donc les 2 sont liés pour moi. Et puis pourquoi j'ai accepté de participer, ce sera en conclusion en fait. Et donc j'étais en train d'expliquer que j'ai commencé en fait mon processus à moi par une éducation religieuse qui était vraiment très traditionnelle, avec donc un Dieu qui était considéré comme en dehors de soi, avec une considération aussi qui était que c'était un juge assez exigeant et punitif, et avec le rôle de la souffrance pour gagner son paradis. Moi, j'ai été élevée là-dedans. Donc l'invisible était déjà dans ma vie, mais d'une manière plutôt négative pour pas mal d'aspects, et notamment parce que ça donnait une vision de la vie qui était assez sombre. La vie n'avait pas d'intérêt puisqu'on voulait gagner son paradis. Donc ce qui était important, c'était la suite, c'était pas aujourd'hui. Et donc cet invisible m'a amené à un moment donné, parce que évidemment, j'ai dû petit à petit enlever beaucoup de fausses croyances, me transformer, advenir à moi-même en fait, petit à petit dans un processus qui a été assez long, mais qui a pris vraiment toute son envergure au moment de mon cancer. J'ai eu un cancer à 40 ans. Et je crois que c'était un moment de ma vie où j'avais le sentiment que c'était un peu la cerise sur le gâteau. J'avais plus très envie de vivre. Je trouvais que la vie avait été très difficile jusqu'à présent. Je l'avais vraiment vécue dans beaucoup de souffrances intérieures. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment eu le sentiment que voilà, ça suffisait, il y en avait assez. Et donc, j'ai eu 2 opérations qui ont été particulièrement difficiles. Et à la deuxième, j'ai senti que voilà, je voulais sortir de mon corps parce que je souffrais trop. Et donc, j'ai commencé à me voir sortir de mon corps effectivement. Et j'avais vraiment envie de partir, de vraiment disparaître. Et puis, il y a eu une question en moi. Il y a eu brusquement une interrogation. Et l'interrogation, c'était: et si je me trompais? Et cette interrogation, elle est venue de manière assez soudaine, assez forte. Et dans cette interrogation, il y a une phrase qui m'est revenue de quelqu'un que j'avais rencontré peu de temps avant d'avoir été hospitalisée et qui m'avait dit: si rien ne va plus, répète juste cette phrase, que ta volonté soit faite et non la mienne. Moi, dans cette phrase, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire, je ne savais pas très bien à quoi elle faisait référence. Mais au moment où j'ai cette interrogation en moi, je commence à la répéter. Et en la répétant, je reste dans une espèce de no man's land pendant 3 jours. Je suis en dehors de tout. Je ne sais pas qui vient me voir. Je ne sais plus ce qui se passe autour de moi. Je n'ai plus aucune conscience de l'extérieur. Je suis en moi. Je répète mécaniquement cette question ou cette phrase. Et puis, je regarde le ciel et c'est tout ce que je fais depuis mon lit. Je regarde la fenêtre, par la fenêtre, et je regarde les nuages qui passent et c'est tout. Et 3 jours se passent dans une grande souffrance intérieure, physique du coup, puisque là j'étais revenue dans mon corps, et morale. Et puis à un moment donné, j'ai ressenti un amour absolument hallucinant. Quelque chose qui m'a littéralement bouleversée, qui a vraiment changé ma vie, qui a été d'une force et d'une fulgurance hallucinante. Ça a été comme une prise de conscience que j'étais aimée au-delà de tout ce qui était imaginable. Et que j'étais aimée d'une façon mais complète, toute de joie absolument intérieure forte, à une confiance totale dans la vie et à de l'espérance. Je n'avais plus de sujet de préoccupation et d'inquiétude. Assez vite, du coup, je me suis guérie, je suis sortie de l'hôpital. Et puis là, mon vrai chemin a commencé parce que cette sensation ou cet amour est resté présent pendant 6 mois en moi. Mais il a fallu ensuite que je continue toute seule le chemin. Donc cet invisible, il est venu me percuter à un moment donné. Et après, il m'a mise en mouvement. Parce que c'est une chose que de percevoir certaines choses, mais après, on a tout un chemin pour se réapproprier son histoire. Et puis, je me rends compte que je ne suis plus à ma place. Et là, cet invisible continue à me pousser. Et je me rends compte que je dois changer de métier. Et donc, je deviens psychanalyste. Je fais des études, je recommence vraiment une bifurcation dans ma vie très importante. Dans cette bifurcation, bien entendu, je passais de l'international, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, où j'étais dans la géopolitique dans un premier temps et puis aussi dans l'économie internationale après. Et là, brusquement, je basculais dans l'individuel, donc quelque chose qui était vraiment très différent pour le coup. Et dans ce passage, j'ai aussi eu des moments où l'invisible s'est manifesté de manière très forte, avec ce que nous, on appelle chez les Jungiens l'impétus. C'est-à-dire, j'allais dans une direction et puis brusquement, en moi, il y avait quelque chose qui se fermait, qui disait « non, c'est pas la bonne ». Alors, j'essayais une autre option et c'était « non, c'était toujours pas la bonne ». Jusqu'au moment où là,
il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi et la bonne, c'était effectivement de suivre ce mouvement vers la psychanalyse. Et donc, quand j'ai commencé à m'installer, là aussi, je ne savais pas très bien comment procéder. Et là, j'ai demandé aussi un signe. Et j'ai reçu un signe. C'est-à-dire que quelqu'un que j'avais croisé dans un groupe, mais très longtemps auparavant, m'a appelé en me disant, Astrid, j'ai des gens, je ne sais pas si tu t'es mis en ton compte, si tu as commencé ta psychothérapie et si tu commences à recevoir des patients, mais si c'est le cas, eh bien, moi, voilà, j'ai 2 personnes à t'envoyer. Je me suis dit, bon, bah, c'était mon signe, je suis prête, et donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et tout ce qui va suivre ensuite sera toujours un mélange entre moment d'abandon, moment de contrôle, mais chaque fois qu'il y avait un blocage, l'abandon faisait que ça passait. Et donc, petit à petit, je reçois des personnes, bien sûr, en individuel, et puis je me rends compte que les problématiques individuelles, elles sont reliées aux problématiques collectives, qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Et dans cette non-séparation, je me rends compte aussi que certaines personnes qui viennent de certains peuples, de certaines origines, eh bien, on retrouve les mêmes traits. Il y a des choses qui sont communes dans leur perception du monde, dans leurs croyances, dans leur façon en fait d'appréhender la vie aussi. Et c'est quelque chose qui me frappe. Et donc, brusquement, j'ai eu l'impression et la sensation que ce serait intéressant de créer un groupe de réflexion qui réfléchisse à ce que c'est que l'âme des peuples, parce que dans cette façon de voir ces différentes personnes venant d'horizons très différents, je retrouvais non seulement des traits communs en termes culturels, religieux ou des façons de penser, des perceptions, des modes de fonctionnement, mais je retrouvais aussi quelque chose qui les poussait de la même façon que moi j'avais été poussée sur un plan individuel. L'âme des peuples, c'était quelque chose que j'avais lu, là, notamment c'est ce livre d'André Siegfried qui s'appelle L'âme des peuples, je l'avais lu et ça m'avait beaucoup intéressé. Cette notion d'âme des peuples a toujours été quelque chose qui était en moi. Mais je crois qu'elle a commencé à se révéler quand j'ai commencé à repérer dans les gens que je rencontrais des éléments qui montraient qu'il y avait des éléments communs. Il y avait des choses qui étaient de même caractéristiques et que je retrouvais du coup dans des personnes qui étaient de peuples, enfin les mêmes peuples, je retrouvais les mêmes façons de fonctionner et les mêmes éléments du coup d'âme, ce que moi j'appelle d'âme, parce que dans le concept d'âme, après je vais peut-être l'expliquer, mais oui, je mets beaucoup d'éléments différents, mais on en parlera tout à l'heure. En tout cas, voilà, j'avais ça en moi, et puis ça s'est mis sur mon chemin petit à petit avec les gens qui sont venus me voir, parce que je n'ai pas eu que des Français, j'ai eu beaucoup de gens qui venaient d'autres pays, et donc ça me permettait de faire des comparaisons, de me rendre compte de ce qu'il y avait de spécifique chez eux par rapport à ce qu'il y avait de spécifique chez d'autres, et ainsi de suite. C'est comme ça en fait que j'ai procédé. Et puis à un moment donné, donc j'ai cette idée de monter ce groupe de recherche. Et puis là, je cherche, il y a quelque chose qui, oui, il y a pas mal de choses qui à ce moment-là adviennent sur un plan ou de rêve, ou de vision, ou de choses comme ça, sur le terme d'Anima Mundi. Je reçois le terme d'Anima Mundi pour l'association. Je commence à chercher un nom et c'est celui-là Quand tu dis tu reçois, tu peux expliciter un Oui, petit peu? c'est assez particulier d'expliquer ça parce que c'est quelque chose qui, bon, je ne réfléchis pas et puis brusquement en moi, pouf, le nom arrive. C'est alors je dis recevoir parce que brusquement il est en moi alors que la seconde d'avant je n'y pensais pas. C'était pas quelque chose sur lequel j'étais pas dans une réflexion sur ce sujet. Mais brusquement le mot arrive, le nom arrive et puis je me dis ah bah donc c'est le nom de l'association que je vais créer. Mais ça n'était pas en lien avec ce que je pensais avant. C'est pour ça que j'appelle recevoir. Je ne sais pas si d'autres personnes ont fait cette expérience, mais ça arrive de temps en temps d'avoir comme ça des éléments qui viennent en vous, vous ne savez pas très bien d'où, mais qui sont tellement évidents que la question ne se pose pas. Et donc, on les reprend. Voilà. C'est moi, ma notion de l'invisible en soi, enfin, de la façon dont l'âme voilà, donne des informations à un moment donné dont on a besoin, en fait. Et donc, dans cette création d'Anima Mundi, c'est un groupe de recherche, donc je fais venir un certain nombre de personnes assez connues, dont Dominique Moïsis, Stéphane Rosès, enfin, etc. Et puis, petit à petit, ce groupe de recherche, on monte ce partenariat. Là aussi, le partenariat, dans le groupe que je commence à créer, c'est très difficile au début, ça ne fonctionne pas forcément de manière très comment dire, coordonnée, chacun reste un peu sur son compte à soi. Et donc, à un moment donné, moi, je ne sais plus dans quel sens très bien orienter la discussion et comment faire en sorte que ce soit plus constructif. Et puis là, j'abandonne le tout, là aussi, et je remets. Et je dis, bon, ben là, je ne sais plus. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas dans quelle direction je dois aller, aide-moi. Et à ce moment-là, j'ai eu sur mon chemin une série de synchronicités qui ont fait que ben, on a eu cette possibilité de recherche avec le Collège des Bernardins, en partenariat avec eux, pendant 2 ans, donc sur mémoire, identité, imaginaire des peuples européens. Ce que j'essaye de mettre en lumière, c'est qu'en fait, moi, les deux ont toujours été reliés.
C'est-à-dire que chaque fois que moi, j'ai fait un chemin sur moi-même en termes d'abandon, en termes de lâcher des croyances, en termes de ce que nous, on appelle le processus d'individuation, ce que j'avais commencé à faire après mon cancer, et bien petit à petit, on arrive à mieux comprendre ou à mieux percevoir le signal de son âme. Et quand on perçoit mieux le signal de son âme, on est beaucoup plus en lien avec voilà, les synchronicités, les choses qui vont se mettre sur votre chemin, et puis un peu notre mission d'âme, la façon dont on va petit à petit arriver à mettre en œuvre ce pourquoi on est venu quelque part, même si ça n'a rien de grandiloquent. Mais voilà, la petite touche qu'on va apporter, nous, par rapport aux autres personnes autour de nous. Tu diras un mot plus tard sur ce que c'est que le processus d'individuation, juste pour être certain que tout le monde comprenne. Je vais le préciser maintenant. Oui. Le processus d'individuation, c'est un terme qui est cher à Jung, en fait, Carl Jung, et qui était donc un psychanalyste qui était au départ un disciple de Freud et qui après s'est séparé de lui. Et donc, dans le processus d'individuation, en fait, on va petit à petit de plus en plus vers soi-même pour faire une unité intérieure. On est poussé par le grand soi, qui est la partie la plus haute de nous et qui est la partie universelle qu'on a tous en nous, qui va nous pousser à aller de plus en plus vers l'unité intérieure. Et dans ce processus, on doit d'abord lâcher le masque social, ce qu'on appelle la persona, le fait de s'identifier à une fonction, à un rôle. Ça, c'est la première chose qu'on a petit à petit à transformer. Puis, on va devoir, après, essayer d'égaliser ou d'équilibrer l'anima animus en soi, la partie féminine et masculine de notre personnage. Et c'est en nous, en chacun de nous, on a les deux. On va évidemment s'intéresser à l'ombre, la partie cachée de nous, ou les choses qu'on n'aime pas trop de notre personnalité, qu'on met sous le tapis. Donc ça, il va falloir petit à petit accepter de les regarder et de les intégrer. Et dans ce processus, à un moment donné, eh bien, du coup, le conscient et l'inconscient se réunifient aussi et on arrive à quelque chose qui est de l'ordre d'une unité intérieure. C'est tout le processus d'individuation, c'est ça. Et donc, tout ce qui arrive sur notre chemin en termes de souffrance, de difficultés, ça nous permet chaque fois de retourner les choses pour essayer de grandir avec. C'est comme si on avait des petits cailloux dans la chaussure, mais que chaque fois qu'on en enlève un, eh ben, il y a quelque chose d'autre qui advient et on advient à soi-même en fait. Donc c'est un peu le processus que j'ai fait à l'intérieur de moi et qui m'a amené petit à petit, parce que j'étais à l'écoute et parce que moi je m'allégeais d'un certain nombre de choses, d'entendre ce que mon âme me proposait de faire. D'où cette âme des peuples qui était importante pour moi et cette âme du monde dont je ne savais pas grand-chose sauf le nom que j'avais reçu donc en moi à ce moment-là. Et donc, si je parle un petit peu plus maintenant de l'âme des peuples, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur le processus personnel, mais ce ne sera pas intéressant parce que là, l'idée, c'est vraiment de parler des peuples. Pour moi, déjà, l'âme, la notion d'âme, vous savez que ça vient du latin anima, le souffle. Déjà, le souffle, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas vivre sans souffle. C'est ce qui permet d'avoir de l'énergie, c'est ce qui permet d'avancer, de vivre, tout simplement. C'est la respiration. Donc, à la fois, dans la notion d'âme, il y a le principe vital et spirituel. C'est-à-dire que c'est aussi immanent ou transcendant, et ça anime le corps de tout être vivant, en fait, que ce soit, en tout cas, les êtres humains, mais aussi les animaux, c'est aussi le végétal. L'âme, en tant que telle, on peut considérer que c'est quelque chose qui est en tout ce qui vit, puisque c'est ce souffle de vie, c'est la respiration. Et donc, dans l'âme des peuples, qu'est-ce que c'est ? L'âme des peuples, pour moi, elle est faite de plein de notions différentes. J'en parle beaucoup dans mon livre. Alors, si vous voulez avoir des éléments plus précis, vraiment, je vous engage à le lire, parce que là, je vais être obligée d'être très générale. C'est d'abord l'ensemble des caractéristiques culturelles, religieuses des peuples, c'est-à-dire ce qui fait qu'un Français n'est pas un Anglais et qu'un Anglais n'est pas un Allemand. On a tous des mélanges de populations dans nos pays, et en même temps, il y a des traits communs et caractéristiques qui apparaissent. Dedans, il y a aussi, parce qu'on est porteur de ça chacun, les mémoires. Les mémoires, c'est tout ce qui nous ramène au passé, à notre héritage en fait. Et donc, dans l'âme des peuples, il y a aussi ces mémoires des peuples, quelque chose qui peut alourdir parce que ça peut être des éléments sur lesquels on a eu des traumatismes ou des souffrances et que donc on va devoir se réconcilier avec ou en tout cas les dépasser. Mais il y a aussi les ombres dans un peuple parce que dans les peuples, il y a à la fois la lumière et l'ombre comme chez les individus. Les ombres, c'est les parties aussi qui ne sont pas forcément celles qui nous mettent le plus en valeur. Et la lumière, bien entendu, c'est les caractéristiques très positives. Et on a chaque peuple a les deux. Et ça fait partie aussi de cet ensemble qu'on peut appeler l'âme des peuples. Alors ça, c'est pour la notion culturelle habituelle, si je puis dire. Moi, je rajoute cette partie supplémentaire parce que pour moi, elle est fondamentale,
qui est ce souffle qui pousse à grandir, à évoluer, à se transformer. Je pense que les individus ont ça, mais les peuples de la même façon. Et ils l'ont d'une manière telle qu'on le remarque, je crois, aujourd'hui. Quand on regardait ce qui se passe dans le monde, on voit bien qu'il y a des peuples qui descendent dans la rue de manière pacifique pour essayer de faire des transformations qui leur paraissent importantes. Ils ont des aspirations différentes, ils cherchent du sens, ils veulent moins de corruption, ils veulent plus d'équité. Et en même temps, ils attendent plus de liens avec l'environnement et ils attendent qu'on défende cet environnement. Donc, il y a des aspirations. Pour moi, ça, c'est vraiment l'âme qui pousse à ça. C'est la partie de l'âme qui pousse à évoluer, à se transformer, à aller vers quelque chose dans lequel on va être quand même plus, enfin, comment dire, plus en lien avec l'amour, puisque c'est ça qui anime tout. Et donc, chaque peuple, à la fois, il a ses spécificités, et pour moi, en même temps, il participe d'un tout, et il participe de l'équilibre de ce tout. On ne peut pas séparer les choses. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que quand on se déconnecte en tant que peuple, avec l'âme de son peuple, on se perd. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que dans tout ce qui a concerné le mouvement de la mondialisation, on a beaucoup balayé les identités des peuples, certes, mais on a aussi quelque part figé les peuples sur un élément qui était le matérialisme, le fait que c'était des éléments économiques, qu'ils allaient évidemment être des éléments de consommation. Donc, on a mis l'accent sur l'économie, donc sur un aspect matériel, et on a quelque part vrillé, pour moi, la perception. On est sorti de la capacité à être en lien avec son âme. Et je pense que quand on n'est pas en lien avec son âme, que ce soit sur un plan individuel ou collectif, à un moment donné, eh bien, on se perd. Parce qu'on n'est plus sur sa trajectoire, ou ce qui permet en tout cas d'aller vers les parties les plus hautes de soi, ce qui est dommage. Et donc, si on va un peu plus loin, quand en plus on finit par peur, on finit par sortir on reste dans des considérations dans lesquelles voilà, on a notre spécificité de peuple. Et dans ce mouvement qui nous est proposé, après, on a évidemment toujours la possibilité de regarder cette partie invisible ou ne pas la regarder. Ça, on a tous cette liberté et ce choix profond. Les peuples de la même façon. Quand ils sortent ou quand on sort à un moment donné de l'invisible et qu'on fait comme s'il n'existait plus, je crois qu'on est en porte-à-faux par rapport à qui on est. Et c'est en tout cas ce qu'on observe, à mon sens, aujourd'hui. Et le résultat, c'est que quand les peuples nient leurs interactions, notamment avec les autres, dans le repli sur soi qu'on observe aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, parce qu'ils se sont perdus, parce qu'ils se sentent balayés par un monde dans lequel ils n'ont peut-être plus de repères, où ils ont l'impression que les changements à l'œuvre sont tels qu'ils ont peur, donc ils se perdent, et donc ils retrouvent une identité forte à travers le fait d'être de son côté spécifique, et du coup de se replier sur soi-même. Quand on se replie sur soi-même, on perd le lien avec les autres, on perd les interactions nécessaires et naturelles qu'il y a entre nous, et à un moment donné, ça dysfonctionne, y compris pour le peuple qui fait ça. Donc l'âme des peuples, pour moi, elle est vraiment fondamentale, parce que quelque part, quand on est en lien avec cette partie-là, eh bien, on est en phase avec qui on est. Et je crois que c'est un élément essentiel. Et cette âme des peuples, elle s'insère en plus dans une interaction beaucoup plus grande, comme un continuum qu'il y a entre l'âme individuelle, l'âme des peuples et l'âme du monde. Parce que, bien entendu, tout ça est relié. C'est un continuum dans lequel chacun a sa place et chacun fait partie d'un cercle un peu plus grand. Moi, je vois ça comme les cellules d'un corps, en fait. Chaque cellule est à la fois spécifique en tant que telle, et en même temps, elle appartient à un organe qui lui-même appartient à un grand corps. Je vois exactement la même chose pour l'âme des peuples. Chaque peuple a à la fois une spécificité. Chaque individu, d'abord, fait partie d'un groupe, donc il a sa spécificité. En même temps, il fait partie d'un peuple qui a aussi un mode de fonctionnement, une spécificité, une âme. Et en même temps, il y a quelque chose d'encore plus grand qui les relie, c'est le tout dans lequel ils sont en lien systématiquement et de manière naturelle. Alors, maintenant, dans ces interactions, en plus, il y a une chose importante et intéressante, c'est que souvent, quand on regarde un petit peu de près quelles sont les qualités ou les choses et les ombres des différents peuples, on se rend compte que c'est comme un puzzle. Chacun non seulement a sa place, mais contrecarre l'ombre de l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on se rend compte qu'ils sont reliés en fait. Et que si on accepte cette reliance ou ce cadre, on arrive à grandir avec de manière assez magnifique, parce que dans ce cas-là, il y a un lien qui se fait et qui est naturel. Et donc tu dirais que chaque peuple, en fonction de l'impulsion de son âme, aurait une place
ou un rôle, je ne sais pas s'il faut utiliser ces mots-là, dans le concert de l'âme collective. Tu Oui. dirais ça ou Oui, c'est… non, je dirais ça, tout à fait, je dirais ça, parce que j'ai le sentiment que chacun a vraiment un rôle à jouer, comme chaque individu a une place dans le concert normalement de son propre pays, chaque pays et chaque peuple a une place parce qu'il apporte quelque chose qui est une note particulière et qui va donner dans le concert des nations, on n'appelle pas ça par hasard le concert des nations, une note particulière qui participe de l'harmonie du tout. Et donc, chacun a sa place dans ce mode de fonctionnement. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est dommage de ne pas en tenir davantage compte, parce que quand on en tient compte, c'est comme dans un orchestre, chacun joue sa petite musique et sa petite note, et en même temps, eh bien, dans l'ensemble, ça fait quelque chose d'harmonieux. L'âme du monde, en fait, c'est pour moi, on peut appeler ça sous beaucoup de choses ou beaucoup de façons différentes, mais pourquoi? Pour moi, c'est vraiment la source, c'est-à-dire c'est cette énergie d'amour qui nous relie tous et qui fait que quelque part, on a ce lien avec la nature, on a ce lien avec soi-même, on a ce lien avec ce tout. Cette âme du monde, elle imprègne tout, elle est dans tout et dans tous. Et ça, Donc, c'est ton expérience qui t'a amené à parler oui, d'énergie d'amour pour parler de l'âme du monde. oui, oui, parce que je me suis rendu compte que, en fait, notamment en thérapie, alors là, on va être dans quelque chose de très individuel, hein, quand les liens d'amour sont abîmés dans une famille, que ce soit sur un plan transgénérationnel ou dans une génération, enfin la génération d'aujourd'hui, eh bien, à un moment donné, il y a des dysfonctionnements importants qui vont se mettre en place. Et quand on restaure l'amour, on restaure, on guérit. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai remarqué sur un plan individuel. Et notamment, le rôle du pardon est fondamental. Et sur les plans des peuples, on voit la même chose. Par exemple, la communauté européenne, qu'est-ce que ça a été? Après une guerre où il y a 50 millions de morts, eh bien là, on est tous là, on aurait pu continuer comme d'habitude et traiter les vaincus en les humiliant, en les mettant de côté. C'est pas ce qu'on fait. On les remet dans le concert des nations, on les met sur un plan d'égalité et on va ensemble dans la même direction. Et ça veut dire qu'on les traite exactement à part égale. Et ensemble, on leur pardonne, on n'oublie pas, mais on pardonne, et on va ensemble dans la même direction. Et ça, pour moi, c'est l'âme du monde. C'est-à-dire que ça pousse à faire des avancées de cet ordre-là. De la même façon que je pense que des grands moments comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce sont aussi des moments où cette âme du monde, elle se manifeste. Après, ça va prendre une forme particulière dans une nationalité ou dans un peuple particulier. Mais en tout cas, c'est elle qui donne ce souffle. C'est elle. Donc l'âme du monde, c'est la politique de l'amour, alors. C'est ce qui relie, pour moi, c'est une énergie d'amour et c'est ce qui relie les êtres de manière naturelle et qui nous relie au tout, c'est-à-dire à la nature aussi et à tout ce qui est en fait. Oui, je ne sais pas si je suis claire, mais… Alors, pourquoi c'est important l'âme du monde, l'âme des peuples aujourd'hui? L'âme des peuples, pour moi, elle est très importante parce que dans une période comme celle que nous traversons et pour faire ce passage dont on parle, inévitablement, l'âme des peuples fait de se remettre en lien avec elle et de pouvoir passer ensemble dans une direction qui sera plus favorable pour tous, c'est fondamental. Et alors, qu'est-ce que ça implique? On est dans un monde en ce moment où on voit bien qu'il y a deux tendances, hein. Il y a une partie qui a envie d'évoluer, j'en ai parlé tout à l'heure avec les mouvements pacifiques qui se passent dans le monde, et de l'autre côté, il y a un système qui continue d'exister, et c'est normal, avec des éléments de fonctionnement qui sont bien marqués, qui est un peu l'ancien système, avec les limites qu'il montre aujourd'hui parce qu'il a vieilli, et le nouveau, pour pouvoir arriver et pour pouvoir vraiment sortir et s'imposer, c'est difficile parce qu'il y a la peur qui est au centre du processus. Et tant qu'il y a cette peur, ça entraîne du contrôle. Alors que, comme je l'ai dit sur un plan individuel, pour sortir vraiment et se remettre en phase avec son âme, c'est l'abandon qui est fondamental. Dès que j'abandonne, je m'abandonne. Là, il se passe quelque chose. Donc, à titre collectif, cet abandon est fondamental. À partir du moment où on est capable de lâcher le contrôle, mais ça demande de travailler sur sa peur, eh bien là, il y a un passage qui se fait. Et il se fait d'autant plus facilement qu'on est sur un plan collectif, évidemment. Et chaque individu à l'intérieur de ce collectif a un rôle pour que ça se passe. Mais en tout cas, il ne peut pas se faire sans qu'il y ait, à un moment donné, ce lâcher-prise, cet abandon,
et remettre ce que moi j'appelle le vrai pouvoir, c'est-à-dire cette âme du monde qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, en fait, hein, qui nous permet d'avancer aussi dans un sens qui sera plus favorable. Et du coup, ça demande pour moi, à mon sens, hein, sur les peuples en tout cas, comme pour une thérapie individuelle, je pense que la thérapie des peuples est fondamentale. Et donc, pour une thérapie individuelle, il y a un élément essentiel, c'est déjà se réconcilier avec ses mémoires et les dépasser. C'est-à-dire pas rester sur les moments de traumatisme et de tout ce qui a fait qu'on en est arrivé à des situations ingérables. Donc, se réapproprier ses mémoires en tant que peuple, c'est fondamental pour ne pas revenir dans le passé. Parce que quand j'ai peur, de façon naturelle, je reviens dans un passé que je connais parce qu'au moins j'ai un sol sous mes pieds, ça me rassure. Et donc, je ne permets pas le passage. Et donc là, c'est ça. 1 minute pour conclure, si tu veux bien. Alors, bon, il y a d'autres choses évidemment que les mémoires, hein, c'est harmoniser aussi l'animus anima, ça c'est très important pour moi. On est dans un rapport de force en ce moment entre le côté féminin et le côté masculin de nos personnalités, et on voit bien qu'à l'extérieur, on est toujours dans un rapport de force. Donc, on a tous collectivement à travailler sur cet équilibre anima-animus en soi. Je pense qu'il y a un aspect très important, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est se confronter à son ombre, hein, c'est-à-dire l'ombre du peuple dans lequel on vit, et essayer d'être conscient qu'on en est porteur pour pouvoir le transformer. Et puis donc, pour moi, ce travail, c'est suivre l'âme du peuple, ne pas oublier de se connecter à elle, c'est-à-dire que intégrer profondément que l'invisible est toujours là et qu'il nous soutient. Que cet invisible, il est présent, il n'est pas en dehors de nous, mais il est en nous en permanence, dans les individus comme dans les peuples. Et que quand on s'abandonne à lui et qu'on accepte d'y revenir, eh bien, quelque chose se met en place. Et le passage se fait, puisque c'est ça l'objet. Le passage se fait. Voilà. Donc, c'est la réponse à la question de réussir le passage, s'abandonner à l'âme du monde en conscience et en intégrant les différentes parties de nous-mêmes que tu as mentionnées. Tout à fait. Super.